Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Un Monde de Bulles, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à la bande dessinée chaque semaine sur Public Séda. Vous le voyez, je ne suis pas sur mon traditionnel plateau, lieu d'exception aujourd'hui. Je suis à Nonza, petit village au nord-ouest de la Corse, sur la plage de Nonza, très réputée, très rare, superbe. Alors pourquoi la Corse? Tout simplement car nous sommes rendus au festival BD de Bastia, un festival de plus en plus réputé pour la qualité de ses auteurs et surtout de son accueil. Donc on a dédié une émission entière au festival. Vous allez rencontrer tous les auteurs qui ont fait la une pour cette édition 2011. On commence sans plus attendre avec Étienne Davodo pour une aventure un peu particulière. Il nous la raconte, ça s'appelle Rupestre. On repart, on va à Bastia maintenant, c'est parti. Étienne, on est ici sur les hauteurs de Bastia, rien de très bien rupestre, même si on peut se dire que les hommes étaient sur cette île il y a très longtemps. Rupestre, c'est une aventure assez dingue. Je ne sais pas si on peut comparer ça à une sorte de Big Bang artistique. On a essayé de trouver peut-être l'origine de ce qu'était l'art sur notre planète. C'est un peu ça votre recherche, toi et tes 5 acolytes? Rupestre, c'est un livre dont l'idée originelle revient à David Prudhomme. Auteur de bande dessinée assez connu maintenant et qui a proposé à 5 de ses amis, dont j'ai la chance et le bonheur de faire partie, d'aller à la rencontre de nos collègues dessinateurs d'il y a 15, 30, 100 000 ans qui dessinaient dans les grottes. Ces gens-là, c'était des gens comme nous qui ont affronté des conditions assez difficiles pour aller dessiner au fond des grottes et l'idée d'aller à la rencontre de ces dessins-là, d'aller dessiner devant eux, de passer du temps dans ces grottes avec des lampes frontales, avec des carnets, à dessiner, à essayer de comprendre pourquoi ces gens-là avaient fait ça, à aller à leur rencontre en fait. C'est une idée qui m'a immédiatement séduit, donc dès que David m'a proposé cette idée-là, évidemment j'ai fait mon sac et on a sauté dans sa vieille voiture et pendant 2 ans à peu près, on a écumé les principales grottes ornées du sud de la France. Au départ, notre idée c'était vraiment d'y aller pour le plaisir et donc on a amassé des notes, des croquis, des dessins faits d'après nature, on a amassé un matériel assez énorme et puis l'idée d'un livre s'est imposée. Et donc c'est ça, Rupestre. C'est un livre qui regroupe les travaux de 6 auteurs de bande dessinée qui sont partis à la rencontre de leurs collègues du Paléolithique et qui sont allés leur dire, dites les gars, nous aussi on dessine toute la journée, pourquoi vous dessinez? Voilà. Évidemment on a ramené plus de questions que de réponses, mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est un livre qui sort chez Futuropolis là très bientôt. Le premier pas, lorsque toi et les 5 autres, vous êtes rentrés dans ce premier lieu, la première rencontre finalement avec ces peintures, ces dessins qui datent d'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, j'imagine que c'est une émotion particulière, parce qu'il y a le poids, une sorte de poids de l'histoire qui est là naturellement, et puis un poids émotionnel en tant qu'artiste aussi, parce que ces hommes-là étaient des artistes aussi. Absolument, je pense que quiconque rentre dans une grotte ornée et regarde ces mammouths, ces tigres, ces aurochs dessinés, qu'ils soient dessinateurs ou pas, a une émotion assez forte. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui étaient là, qui étaient dans le sud de la France en l'occurrence, parce que nous c'est cette région-là qui nous a intéressés. Ces animaux étaient là et des gens les ont dessinés. Et c'est déjà en soi une émotion assez forte, je trouve, d'autant plus que les dessins sont souvent extrêmement beaux. C'est-à-dire que ce n'est pas des dessins faits par des gens qui avaient des capacités moindres que nous en termes techniques, c'était intellectuellement, mental. C'était des gens qui étaient vraiment des sapiens, des homo sapiens, comme nous sommes des homo sapiens. Donc c'est déjà en soi une émotion. Quand en plus on est nous-mêmes dessinateurs et qu'on s'assoit devant ces dessins-là avec un carnet, et qu'on a la chance, parce que les conservateurs de ces grottes, les gens qui s'en occupent, ont accueilli l'initiative de David avec enthousiasme, on peut dire ça. Donc ils nous ont laissé des heures aller dans des endroits où les visites touristiques ne vont pas. Alors voilà, on s'assoit avec notre sac, avec notre carnet, on a le cul dans la glaise, il fait froid, c'est humide, et puis on est devant ces dessins, et on sort notre carnet, et puis on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment établir la relation avec le gars qui a dessiné ça. Donc au début c'est assez confus, on dessine pour le plaisir de dessiner, et puis il y a une espèce de transe, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas une espèce de proximité qui s'installe, quoi. Et voilà, on est entre collègues, ces gens-là ne sont plus là, nous on est là, mais on est tous pareils, c'est ça l'idée. Et les milliers d'années qui sont passées, qui ont protégé ces dessins-là, ne comptent plus en fait. Et en tant que dessinateur, c'est une expérience inoubliable. Étienne, merci à toi.
en tout cas, et à bientôt pour d'autres aventures. Nous, on va faire une petite escale ailleurs. Vous allez le voir, un très bel ouvrage aux éditions Dupuis. On va parler pictural, vous allez comprendre pourquoi. Féroce tropique, c'est Nicolas Béard qui est allé à la rencontre des auteurs pour une expérience à part. C'est parti. Le peintre Heinz von Furloh est un humaniste, peut-être au mauvais endroit, peut-être au mauvais moment, dans une Allemagne entre deux guerres patriotique et éreintée par 14-18, un idéaliste qui ne trouve la paix que loin des siens, dans la jungle de Papouasie. C'est quelqu'un qui ne veut pas entrer en politique. C'est quelqu'un qui ne veut pas finalement prendre part au changement parce qu'aucun des modèles qu'on lui propose ne lui plaît. Et il se dit que finalement sa place elle est nulle part. Et c'est pour ça qu'il va repartir. C'est parce qu'après avoir fréquenté les anarchistes, après avoir fait des soirées interminables dans les bistrots et essayer de refaire le monde, il s'aperçoit qu'on ne peut pas refaire le monde là, dans cette Allemagne-là, et lui encore moins que les autres. Et il se dit, mais moi je suis complètement hors génération, hors temps, hors politique. Qu'est-ce que je fous encore là? Il faut partir. Et en partant, il va découvrir petit à petit ce qui se passe en Allemagne. Partir et tourner le dos à cette Allemagne qui va embrasser le nazisme d'un Reich naissant. Tourner le dos à cette époque aussi où l'art ne peut plus changer le monde, partir et retrouver l'Éden tropical. J'y suis arrivé à travers Monet, à travers Van Gogh, à travers Matisse, à travers la peinture, à travers le pictural, à travers l'image. Je regarde depuis une vingtaine d'années ces peintres et donc forcément je lis autour et en lisant autour, moi j'ai voulu mieux comprendre ce qui se passait politiquement à ce moment-là. Il y a fondamentalement tout un courant qui s'est fait broyer finalement par la montée du nazisme ou du national-socialisme au départ. Et ce courant est porté beaucoup plus par des anarchistes finalement que par des socialistes. Il y a une répression quand même assez forte. Et on a l'impression que l'histoire aurait pu peut-être presque s'inverser si les idéalistes, si les anarchistes de l'époque avaient pu imposer leur modèle et leur vision de l'esprit, de ce que devait être l'Allemagne. Heinz le peintre sera arraché à cette quiétude convoitée pour être propulsé dans l'horreur des tranchées de la Somme, dans la brutalité de son temps. De flashback en flashback, Thierry Belfroy nous conte l'errance de l'artiste et les cases expressionnistes de Pinelli nous plongent du gris d'une Allemagne en crise aux profondeurs de la forêt d'émeraude. Weimar, c'était un papier cachou, la tranchée, c'est un papier gris, la jungle, quand ce n'est pas violent, c'est orange, la jungle, quand c'est violent, c'est rouge. J'ai monté les couleurs sur ces supports colorés. Ça veut dire que le rouge sur fond rouge réagit d'une certaine façon, le rouge sur fond gris réagit autrement. Voilà. Donc la couleur est à la fois picturale, elle génère l'ambiance, mais elle reste totalement narrative. Très curieusement, quand on regarde la bande dessinée, on parle beaucoup de vert. On parle d'émeraude, on parle de kaki, etc. parce que la jungle c'est vert. Et là, le travail de Joe Pinelli, extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de vert. Il y a de l'orange, il y a du feu tout le temps, ça boue, ça bouillonne. Et donc le texte est presque en contradiction au niveau des couleurs avec ce qu'on voit. Féroce tropique se situe presque au-delà de la BD. Une chronique de la guerre autant qu'un carnet de voyage où chaque case est une véritable toile. Petite escale ici dans le village de Saint-Florent, bâti en 1440 comme la citadelle qui est derrière moi. On a juste traversé la Corse, les montagnes, on est juste à une trentaine de kilomètres de Bastia, mais il faut quand même traverser toute la Corse. Petit voyage, mais ô combien passionnant. On va tout de suite repartir en tout cas à Bastia pour le festival de bande dessinée. On va rencontrer un dessinateur très rare en interview, c'est Bruno Gazzotti, le dessinateur d'une série devenue totalement incontournable, seul aux éditions Dupuis. C'est la sortie du tome 6. C'est parti.
Bruno, ça va bien? Ah oui, super, bonjour. Hein Salut à toi, bienvenue dans ce monde de bulles. On est ici à Bastia, sur le Vieux-Port. Toi, le Belge, tu n'es pas décontenancé par ce trop de soleil? Non, je trouve ça magnifique parce que ça me change un peu et ça me sort de mon atelier où il fait tout sombre et où je travaille toute la journée. Donc là, ici, je suis ravi d'avoir pu être invité à Bastia et de pouvoir profiter du soleil. En plus, j'ai appris que juste avant que je n'arrive, il pleuvait et voilà, le petit Belge a amené le soleil. Donc, voilà, comme quoi, hein, voilà. Hein, tout ce qu'on dit sur la Belgique, c'est pas forcément vrai. Il suffisait de m'inviter. Bruno, on dit souvent de toi que tu es un auteur très discret. Tu aimes conjuguer cette discrétion, c'est important pour toi? Oui, tout à fait, parce que moi je considère que mon métier c'est avant tout de raconter des histoires à des lecteurs, en l'occurrence les enfants avant tout pour seuls. Et donc c'est vrai que je ne sors pas beaucoup en festival parce que déjà j'en ai fait beaucoup, ça fait longtemps que quand même je suis dans ce métier, ça fait un peu plus de 20 ans. Et donc au bout d'un temps, ça peut lasser un petit peu de faire beaucoup de festivals. Donc ici, c'est vrai que je me limite à certains, au plus beau. Et c'est vrai qu'ici, je suis ravi d'être invité parce que en plus les gens sont super gentils, super sympas. Donc là, je suis gâté, quoi. T'es gâté et tu nous gâtes, c'est vrai, avec cette série Seul, tu le disais, sur laquelle tu travailles avec Fabien Wellman, qu'on découvrira aussi dans cette émission, même si c'est un habitué d'un monde de bulles. Seul, on en est au 2e cycle, hein, le tome 6. Seul, comment tu es arrivé sur cette histoire et est-ce que cette histoire, tu te rends compte, était vraiment faite pour toi? Oui, tout à fait. Quand je suis arrivé dessus, c'est Fabien qui m'a proposé. On était à un festival justement à Uzès, dans le sud de la France. Et Fabien, donc c'était en 2001, je pense, m'a dit oh tiens Bruno, j'ai peut-être une idée de série pour toi, est-ce que je peux te l'envoyer par fax? Il y avait encore les fax qui fonctionnaient à l'époque. Et donc quelques jours après la fin du festival, il m'a envoyé le fax avec le résumé de l'histoire, le synopsis. Et quand je l'ai lu, je me suis dit tout de suite non, ça c'est pour moi. Et avec cette histoire de gamin perdu dans une ville sans adultes, je dis non, ça c'est vraiment le truc que je cherchais, le souffle de l'aventure qu'il n'y avait plus à l'époque dans le Spirou et chez Dupuis. Je me suis dit non, ça c'est le truc que je rêvais de faire et donc j'ai téléphoné à Fabien, je lui ai dit oui, non, ça je le fais quoi, sûr, c'est pour moi. Alors le pitch est assez simple en fait, comme tu le disais, un matin, des gamins se réveillent, il n'y a plus de parents, il n'y a plus d'adultes, ils sont livrés à eux-mêmes. On aurait pu en rester là, faire une histoire avec j'allais dire des petites aventures. Mais Seul, et c'est vraiment moi ce qui m'a touché, c'est bien plus profond. Et on pousse justement ces histoires dites pour enfants bien plus loin que ce qu'on avait fait avant, parce qu'on met ces gamins devant des difficultés d'adultes en fait. Oui, tout à fait. Et ça, c'est le fait, entre guillemets, de pousser cette histoire jusque-là. J'imagine que ça t'a touché. Comment tu as travaillé ça, toi? C'est-à-dire qu'on travaille avec Fabien à deux sur les histoires en général. C'est vrai que Fabien, lui, fait le scénario, donc est beaucoup plus concentré sur les détails de l'histoire, la mécanique de l'histoire, mais sur les thèmes généraux qui sont les enfants, les difficultés qu'ils ont, les dangers qu'ils encourent. Je dirais, on y pense à deux dans le concept de la série. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé souvent de dire à Fabien, mais non, vas-y Fabien, fonce, on peut parler de trucs durs parce que les gosses qui sont nos lecteurs comprennent beaucoup de choses et donc on peut leur parler de thèmes qui sont parfois violents, durs et graves, qui peuvent le comprendre justement parce qu'on ne les prend pas pour des idiots. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on peut aller très loin parce que justement le lecteur enfant est capable de comprendre beaucoup de choses à partir du moment où on raconte les choses convenablement et qu'on les explique convenablement. Bruno, merci. Avec plaisir. Bon festival sous le soleil. Hein. Merci. À très bientôt. Merci Bruno. Au revoir. On vient d'entendre Bruno Gazzotti, auteur rare, le dessinateur de la série Seul, mais il travaille avec Fabien Wellman, on l'a dit pendant l'interview. Donc on retourne tout de suite à Bastia avec Monsieur Fabien Wellman, le créateur de la série Seul. C'est parti.
On continue donc nos aventures avec Fabien Wellman. Fabien, on a rencontré Bruno Gazzotti. Quel homme! Quel homme, assez extraordinaire. Hein, c'est vrai. On comprend mieux pourquoi la série marche finalement. Bah, ça tient beaucoup au dessin quand même. Ouais, hein, c'est dingue, comme quoi un dessin peut parfois remplacer un scénario finalement. Peut-être pas le remplacer, allez, mais non, mais cela dit, sans déconner, j'ai revu les planches en couleur du dernier Seul parce qu'elles commencent à être prépubliées dans Spirou. J'avais pas pu les voir en couleur avant. Et je redécouvre le truc comme un gamin en me disant oh, la vache, ça marche toujours super bien. J'ai aucun recul là-dessus. Je suis vraiment le premier fan de la série et le dessin de Bruno est juste sensationnel, quoi. Alors, on va parler du 6e tome, mais déjà sur les 5 premiers, est-ce que tu arrives de temps en temps de faire une sorte de feedback, de regarder ce que vous avez créé tous les deux et de dire bon, on a vraiment évolué depuis le premier tome, depuis la première idée fondatrice de cette série et maintenant je sais vraiment où je veux aller. Ah oui, ça a énormément changé. Je crois qu'en fait, autant le cap général qu'on voulait se fixer avec Bruno était très très clair, à savoir un mélange d'univers fantastique assez angoissant et très excitant à destination des enfants, ça n'a pas bougé. Ce mélange-là, je crois qu'on le tient vraiment très bien. Par contre, la façon dont on a abordé ça a énormément changé entre le tout premier album, qui était encore, j'allais dire, avec un rythme assez lent. Un premier cycle, d'ailleurs, dans l'ensemble, qui a assez énervé plein de lecteurs adultes qui disaient mais merde, quand est-ce que vous allez vraiment nous donner des indices ? Et ça, on l'a entendu aussi en disant nous, on prenait notre temps pour que les gamins s'accaparent cet univers, pour qu'entre chaque album, ils puissent imaginer ce qui s'était passé, pourquoi les gens avaient disparu. Moi, je tiens beaucoup à ce moment entre les albums qui appartient aux enfants, qui appartient aux lecteurs, où ils peuvent s'imaginer tout ce qu'ils veulent. C'est quelque chose que j'ai adoré faire quand j'étais gamin avec des séries que j'adorais. Simplement, on se rend compte aussi que là, allez, ok, on attend de nous un petit peu plus d'avancer dans l'intrigue, d'avancer plus dans ce qu'on appelle la saga de Seul. Et ce qui est super rassurant, c'est que comme les ventes ont été au rendez-vous au début, c'est un détail trivial, mais ça n'est pas tant que ça pour nous, parce que si on peut se permettre de continuer sur 4, 5, 10 albums, on peut raconter une histoire de manière très différente que si on est obligé de s'arrêter au bout de 2 ou 3. Donc on est rassuré, on sait que maintenant la série est bien installée, c'est même plutôt un succès assez inattendu. De là, on peut maintenant commencer à vraiment prendre nos positions, nos marques pour la suite, et qui plus est, le passage à ce 2e cycle qu'on a entamé est assez excitant parce qu'on termine avec une chute qui était assez déstabilisante pour pas mal de lecteurs, mais on continue derrière et on va vers un registre qui est plus assumé vers le fantastique. Ça, c'est assez génial. Alors, nouveau tome, le 6e, 4e dimension et demi. La 4e dimension et demi. Rien que le titre, finalement, nous donne un peu d'indices sur la situation globale de la série. Le simple fait de parler de dimension quelque chose, c'est aussi hyper référentiel. Bien entendu qu'une série comme la 4e dimension, Bruno et moi, ça nous a traumatisés quand on était... T'avais le touloulou. Ah oui, la petite musique en tête. Et le fait d'appeler ça la 4e dimension et demi, il y a un côté très gamin, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible, on ne peut pas appeler une dimension et demie. Le paradoxe, c'est qu'en fait, ça a plus de sens qu'il y paraît. C'est-à-dire que j'ai assez pensé mon affaire. On pourrait penser le contraire en me voyant, mais en fait, je pense pas mal mon affaire. Et il y a un sens à cette 4e dimension et demie, parce que c'est une dimension qui se cache à l'intérieur de la 4e dimension, qui en fait existe, puisque c'est le temps. Donc on évoque ça. C'est des pistes lancées pour les plus rationnels de nos lecteurs, sachant que la fin du premier cycle bascule dans quelque chose qui peut paraître être de l'irrationnel ou du fantastique complètement assumé. En fait, pas forcément. J'essaie de garder une porte de sortie possible pour les plus cartésiens d'entre nos lecteurs, de manière à ce qu'ils puissent se dire, voilà, il y a une partie de ce qu'on évoque dans la série à laquelle je ne crois pas, mais on me donne quand même quelques cartouches pour que je puisse me dire si ça peut exister. C'est-à-dire qu'il y a quand même une hypothèse dans le 6e album qui explique de manière rationnelle ce qui arrive à ces enfants. Donc ça aussi, c'est un défi. J'aime bien m'adresser à tous les lecteurs, y compris les cartésiens, y compris les athées, y compris ceux qui... Voilà. Ça, si je peux arriver à garder tous ces fils ensemble, je trouverais ça assez excellent. Bon Fabien, merci à toi. On va voir si ce soleil est vraiment ici ou si c'est la 4e dimension et demie. En tout cas, Seul, tome 6, à découvrir évidemment aux éditions Dupuis. Maintenant, on va complètement changer d'univers. On va aller à la rencontre de Turf. Vous le connaissiez pour la Nef des Fous. Désormais, il s'est fait plaisir avec magasin sexuel. Tout est dans le titre, ou à peu près, en tout cas, toute la folie de Turf est dans cet album. C'est parti. Le soupçon plane sur le petit village des Bombinettes. Une série de vols a plongé la gentille bourgade dans la peur, des vols teintés d'un certain humour. Au même moment, au même endroit, Amandine, vendeuse ambulante, débarque et propose à la population une gamme d'accessoires, disons, plutôt modernes. Il n'en faudra pas plus pour bouleverser la vie tranquille des habitants et le cœur de monsieur le maire. Comme à son habitude, Turf s'amuse à pousser l'éléphant dans le magasin de porcelaine.
La nef, c'était un royaume, sauf qu'il est sous la mer. Et comment réagissent les gens quand ils comprennent qu'ils sont sous la mer. Gribouillis, c'était pareil, c'est un vilain gribouillis qui est dessiné dans un catalogue avec des objets bien dessinés et comment les objets du catalogue vont accepter Gribouillis. Et là, c'est pareil, je mets un petit élément déclencheur dérangeant et je regarde comment réagissent les autres. En fait, dans ce village, ils sont tous particulièrement cons. Le gros mot. Et le maire résume à lui-même en fait toute la bêtise de ses habitants. Un maire qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui de Champignac dans Spirou et Fantasio. Pour cette comédie un brin romantique, Turf a dû délaisser châteaux et rois pour s'atteler à un contexte plus actuel, un huis clos dans un petit village de quelques 200 âmes. Je me suis dit, bon, ça se passe actuellement, il va falloir que j'apprenne à dessiner les voitures actuelles. Et ça, je n'avais jamais fait. Et donc j'ai commencé par apprendre à dessiner une Twingo. Et je me suis arrêté là. Du coup, il n'y a que des Twingo. Du coup, ça devient un village un peu particulier, comme le village du prisonnier. Et puis moi, ça me donne envie de faire certaines cases. Tu vois, il y a des cases où le maire se gare, où tu as un enfilement de Twingo, toutes de la même couleur. Ou après, je customise certaines Twingo. Twingo pick-up, Twingo de glace, Twingo de poste, Twingo de police, tu vois. C'est assez amusant. Si Turf a retenu quelque chose de cette dernière saga, c'est qu'il vaut mieux être à l'aise avec ses personnages. Sur la Nef des Fous, de son propre aveu, il maîtrisait mal Chlorante. Pour Magasin Sexuel, il est littéralement tombé amoureux de son héroïne. Et là, j'ai travaillé que sur Amandine pendant 3-4 mois et je l'ai fait bouger dans tous les sens, elle se déshabille, voilà. J'ai trouvé des tenues différentes et j'ai trouvé un caractère. Et donc c'est vraiment le personnage central avec celui du maire, c'est un plaisir de la faire vivre. Moi j'essaye de dessiner la beauté, c'est le truc le plus dur. Faire des moches et des méchants, ça je sais faire, c'est facile, mais la beauté c'est trop dur. Il suffit d'un coup de crayon qui dérape et la jolie mâchoire devient trop moche. Et donc c'est pour ça qu'il fallait qu'elle soit jolie. Et surtout parce que je vis avec. Quoi. Dans le tome 2, à paraître prochainement chez Delcourt, on en saura plus sur le mystérieux voleur de lettres et la charmante Amandine continuera de déranger gentiment la petite vie des bombinettes. On continue nos aventures sur l'île de Beauté pour ce festival bande dessinée Bastia 2011. On a quitté justement la ville de Bastia, direction le nord, la Pointe Corse, le petit village d'Erbalunga où nous sommes. Juste derrière moi, une tour génoise du XVIe siècle et juste en bas de cette tour, nous sommes allés interviewer Christian Lax pour sa série Le Pain d'Alouette aux éditions Futuropolis. Christian, on est ici dans un lieu un peu compliqué à vivre, au nord de Bastia. C'est pas exactement les pavés de Roubaix et les pavés de ces forçats du cyclisme comme tu nous les écris dans Pain d'Alouette. Le tome 2 sort, mais rappelle-nous un peu l'histoire. Pain d'Alouette, qu'est-ce que c'est? Le pain d'alouette, ça appartient au vocabulaire des mineurs. C'est le relief du casse-croûte que les mineurs gardaient dans la musette pour les enfants, pour le retour au coron. Et les petits, quand le papa remontait de ses 8 heures de fond, venaient à la rencontre des pères et fouillaient dans la musette pour déguster ce qui restait du casse-dalle. Un petit bout de chocolat, un petit bout de pain, etc. C'était une manière pour les enfants déjà de s'imprégner un petit peu du fond. Parce que ce petit morceau de casse-dalle qui remontait du fond avait souvent des odeurs de suie, de poussière, de charbon, etc. Et voilà, donc Pain d'Alouette, c'est le deuxième tome effectivement sort en ce moment. C'est une histoire de mineurs et de vélos. Ça se passe dans le nord de la France, du côté de Roubaix, sur cette grande classique des courses cyclistes qu'est le Paris-Roubaix. Une des plus vieilles classiques du cyclisme. Oui. Pourquoi tu as choisi à la fois cette course mythique, on le disait, et puis cette période particulière? Donc cette course, parce que c'est un monument du cyclisme incontournable, on l'appelle la reine des classiques, c'est pas pour rien, et tout le monde est d'accord là-dessus, même ceux qui ne sont pas français. Tout coureur belge, flamand ou wallon ou autre rêve de gagner cette course.
Quand cette course a été créée donc, en 1896, les Italiens ont tout de suite rêvé de venir la gagner. Ils ont attendu presque 40 ans avant qu'il y ait une victoire italienne. C'est dire à quel point elle est convoitée. Et cette époque-là, parce que c'est l'époque des pionniers, c'est l'époque de ceux qui ont défriché le cyclisme. Et c'est une période que je trouve intéressante d'un point de vue graphique. Parce que les routes n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant, elles sont hyper défoncées, c'est des chemins chaotiques, c'est beaucoup plus poétique à dessiner. Les voitures anciennes sont plus sympas à dessiner que les voitures d'aujourd'hui, bardées de publicité, de micros et tout ce qu'on veut. Les coureurs encore plus, parce que non pas les casques, les oreillettes et les lunettes, mais ils ont au contraire les boyaux autour du corps et bon, sur ces vieux vélos. Et tout ça est beaucoup plus excitant finalement que ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà pourquoi. Et puis cette période de l'entre-deux-guerres est un peu fascinante parce que c'est une période pendant laquelle les champions de l'époque sont un peu coincés dans cet intervalle. Certains sont tués pendant la Première Guerre, d'autres disparaîtront pendant la Deuxième. Rares sont ceux qui ont fait le pont, qui ont pu enjamber les guerres. Je crois qu'il n'y a que Bartali qui s'est fait un palmarès pendant la période de l'entre-deux-guerres et qui est revenu après en 1945 et qui a à nouveau tenu le haut du pavé, c'est le cas de le dire. Ce qui doit être, j'imagine, passionnant, autant dans le scénario que graphiquement, c'est de pouvoir décrire des gueules incroyables, quoi. Ces types avaient vraiment une gueule et puis un courage aussi assez fou. Oui. Bah, pour les gueules, je ne me suis pas gêné. En plus, j'adore ça. Bon, déjà dans le Chouka, dans ma série polar, j'aime bien les gueules. Et là, en plus, qui plus est, il y a aussi dans le vocabulaire du Nord ce mot-là, puisqu'on parle des gueules noires quand on parle des mineurs. Et c'est vrai que Paris-Roubaix, qui se déroule dans cette région où les conditions climatiques sont presque toujours extrêmes, soit il y fait des printemps très chauds et c'est le vent, la poussière et les types qui roulent sur des chemins qui sont quand même en dehors des pavés, dont les bas-côtés étaient souvent recouverts de charbon ou de cette espèce de limaille là, qui sortait des mines. Donc les types sont rapidement tout dégueulasses, tout noirs, avec des gueules de ramoneurs en quelque sorte. Soit il y fait froid, il pleut, il y a de la boue, et c'est pareil, les types ressortent de la course maculés de boue. On a des photos d'époque ou même plus récentes où on voit à la limite que les deux yeux qui brillent quoi, dans une espèce de gang de boue. Christian, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de votre émission d'Un monde de bulles, entièrement consacrée au festival BD Bastia. Ça a été vraiment pour nous un régal de vous faire découvrir à la fois les auteurs qui sont venus ici en Corse, mais surtout ce pays magnifique qui est l'île de Beauté. Donc merci à tous les organisateurs du festival et évidemment à tous les Corses qui nous ont parfaitement accueillis. En tout cas, les aventures d'un monde de bulles continuent, c'est chaque semaine, vous le savez. Toutes les informations, c'est sur unmondedebulle.com et tous les jeudis matins, ma chronique coup de cœur dans le quotidien Métro. Ciao et à la semaine prochaine.